Donc ici, c'est Tony Hursler. Ouais. C'est une série de musiciens de rock, avec des membres de Sonic Youth, de Tony Conrad, qui est aussi quelqu'un qui a souvent travaillé avec Tony Hursler. L'extase, oui, peut-être parce qu'en fait, c'est à la fois la dimension religieuse qui est souterraine à la culture rock, avec, et ça Dan Graham l'a très bien montré, c'est de tisser comme ça un fil rouge entre, par exemple, la danse extatique des Shakers, les puritains du XVIIIe, XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, aux États-Unis, la danse du fantôme des Indiens qui entendent, de la même manière que les Shakers voulaient expulser le diable de leur corps, les Indiens voulaient expulser l'homme blanc de leur territoire, puisqu'ils chassaient le bison, etc. Et le pogo des punks, puisque c'est le troisième terme de la comparaison de Dan Graham, le pogo des punks, c'est aussi une manière de revenir comme ça à une pratique de la transe. Mais il y a plusieurs cas de figure. Il y a effectivement les artistes plutôt conceptuels comme Alan Ruppersberg, là, qui est derrière nous, avec ses archives. Une exposition qu'on avait déjà pu découvrir au Wills il y a quelques années. Bon, c'est quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose qui tient aux documents, qui tient voilà, à l'archive. Mais il y a également des artistes qui ont l'attitude rock, qui sont dans un rapport, c'est un peu comme s'ils avaient une seconde nature, que cette seconde nature était rock. Je pense par exemple à quelqu'un comme Steven Parino. Steven Parino, c'est un artiste, un peintre que j'adore parce qu'il fait de la peinture abstraite, un peu dans la lignée de Malevich. Quand je dis Malevich, c'est-à-dire que c'est, voilà, l'histoire de l'art nous conduit à Steven Parino et à travers Malevich, et sauf que c'est clairement l'énergie des Ramones, c'est clairement une énergie destroy, de distorsion, et c'est un gars qui roulait en moto et qui avait un look vraiment un look sombre, noir, quoi, comme les Ramones, en cuir, etc. Et ça, c'est comme Alan Vega, ce sont des gens qui vivent sans second degré et sans distance le rock. Maintenu loin la saillie. Finalement, l'art d'attitude n'est pas en soi un art rock par essence. L'art d'attitude est à la base même d'une... je trouve que les performeurs, les premiers performeurs, les danseurs, on peut remonter ça très loin dans le temps, parce que ce n'est pas l'art de la vie, l'art du réel, du vécu. Tu as raison, n'est pas rock par excellence. Oui, tu as raison de dire ça. Fixer des compartiments dans ce secteur, c'est un peu gruger le spectateur, puisqu'il y a les faux et il y a les vrais. Les faux, ce sont les commentateurs qui viennent avec leur kilo d'archives, et puis tu as ceux qui vivent l'instant. Mais il y a deux manières de faire la révolution, il y a deux manières d'être rebelle. C'est clair que l'attitude rebelle, c'est une formule. L'attitude rebelle en art ou l'attitude rebelle en rock. Et ça, c'est assez clair. On voit ce que c'est l'attitude rebelle en rock, et même si elle est ambiguë, etc., elle est récupérée, tout ça par le système, elle existe. En art, l'attitude rebelle, on voit Jacques Lizel, performeur, tout ça, dans l'exposition, il pratique l'art d'attitude et c'est un rebelle. Maintenant, l'autre catégorie d'artistes qui pratiquent la mise à distance et le travail plutôt conceptuel d'archives, etc., ils ont exactement la même attitude critique et rebelle par rapport au conformisme et au système dominant de la culture d'aujourd'hui, sauf qu'ils l'attaquent avec une toute autre manière. Et quand Ruppersberg fait ses collections d'archives et qu'on voit ce petit gamin noir qui est accroché comme ça sur un tableau d'archives avec
ce rond central d'un disque de rhythm and blues, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il montre qu'il y a une culture et une histoire officielle du rock, c'est celle de Los Angeles au Rock Hall Fame, où on a complètement oblitéré l'apport de la culture noire dans le rock. Et surtout, on a complètement occulté toutes sortes d'anonymes qui ont en fait produit la richesse du terreau sur lequel le rock s'est ancré, et il rend finalement hommage à ça. Et il condamne en même temps l'Amérique raciste des années 50, où le rock était appelé race music, donc c'était de la musique pour les Noirs, faite par les Noirs. Et les images racontent ça. Donc moi, je n'ai pas d'inconvénient à mélanger des artistes qui sont comme Steven Parino ou Jacques Lizen dans une attitude destroy, où il y a une attitude, une gestuelle, une posture comme ça très physique, etc., à des artistes qui sont beaucoup plus dans la distance, comme Dan Graham ou Alan Ruppersberg. Moi, je n'ai pas de problème à les mélanger. L'art contemporain est un grand commentateur de la vie, de la société dans laquelle il vit. L'art et la culture, c'est des choses qui sont devenues voilà, de plus en plus... je ne sais pas si c'est même de plus en plus, mais l'art et la culture, c'est indissociable. Il y a d'une part une espèce comme ça de brutalité de l'art qui sort comme ça presque inconsciemment. Il y a le facteur inconscient qui est voilà, hyper important dans la pratique artistique, qui tient aussi à la singularité de nos cerveaux. Je veux dire, le cerveau d'un artiste n'est pas le même que le cerveau d'un autre, et on est dans quelque chose qui est indescriptible. La complexité du processus créatif, on devrait presque s'abstenir de le commenter, tellement c'est mystérieux. Bon. Ici, mais une fois, la création n'est pas faite par l'artiste. Mais on est aussi dans la culture, et c'est inséparable, c'est-à-dire la discussion. Et il y a certains artistes qui ont effectivement privilégier l'art, c'est-à-dire le faire, étymologiquement, comme disait Marcel Duchamp, l'art, ça vient en sanskrit, faire. Et puis, il y a des artistes qui ont davantage privilégié le commentaire. Et comment faire aussi. Le commentaire. Ou comment dire. Commentaire, le faire. Comment dire. Comment ne pas se taire. Moi, je vais m'en aller. Sinon, je vais dire des bêtises. Tu sens que ça devient urgent. Lui, ce sont les maîtresses qu'il n'a pas, qui le laissent et le délaissent là.